Donc, tous les intervenants devront utiliser le micro. Voilà, donc on a 1 heure devant nous pour échanger autour des lieux partagés avec l'intervention de quatre témoignages. Monsieur Raphaël m'a dit qu'on voit qu'il lui ne peut nous voir, donc il aura la surprise de découvrir nos visages sur YouTube s'il le souhaite. Monsieur Boros pour la centrifugeuse, Monsieur Gourdeau et son collègue dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, Pascal Gillois pour la Maison des Solidarités, et Monsieur Leleu qui viendra pour le CVA, le Conseil de la vie associative, présenter son témoignage et son expérience. Ça va se dérouler en 2 temps. Un premier temps où les 5 personnes vont pouvoir répondre aux questions, mais sans intervention des participants, de manière à ce qu'on ait le temps d'échanger. Dans un deuxième temps où, en fonction de ce qui aura été dit, vous pourrez rebondir sur les interventions des uns et des autres. Voilà. Sur ce premier temps de questionnement, je vous propose, dans chacun son tour, que vous puissiez vous exprimer quelques minutes sur la genèse du projet. Vous avez mis en place des lieux partagés. Quelle est la genèse du projet? Comment il a été pensé? Et la gouvernance à l'origine, quelle gouvernance était souhaitée sur ce lieu partagé ou sur cette volonté de lieu partagé? Donc dans un premier temps, présenter votre structure et dans un deuxième temps, revenir sur la genèse du projet, comment vous l'avez pensé et conçu. Alors je ne sais pas à qui je passe la parole en premier. Peut-être monsieur Maki, si j'écorche pas votre nom. Madi, pardon. Ah, Madi, oui. Donc, sur la genèse de votre projet, et effectivement, pour construire un lieu partagé, comment vous avez envisagé la gouvernance à l'origine? Alors, donc bonjour à tous. Merci de nous laisser la possibilité d'intervenir et de témoigner de l'expérience rennaise. Alors, donc moi, je suis Raphaël Madi, je suis un des coordinateurs à la Maison des Associations. Alors, l'histoire de la Maison des Associations à Rennes est très riche. Elle a plusieurs décennies d'historique, de vécu, avec des hauts et des bas. Et récemment, c'est-à-dire il y a 4 ans, il y avait la nécessité de rénover, de mettre aux normes un bâtiment de 4000 m², donc qui est celui de la Maison des Associations, et je dirais qui arrivait en fin de cycle, en fin de cycle. C'est-à-dire qu'on sentait bien qu'un projet structurant était passé par là. Alors, à ce titre, on a profité, donc, l'association BOG et puis d'autres acteurs, avec l'appui du mouvement associatif rennais, évidemment, et la complicité constructive de la ville de Rennes, pour profiter de ces travaux pour proposer un projet structurant. Alors, on s'est beaucoup inspiré des tiers-lieux qui, à l'époque, foisonnaient notamment au Canada, au Québec, aux États-Unis. C'est-à-dire, le tiers-lieu, c'est un petit peu l'illustration de mon intervention aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des frontières un peu plus poreuses entre le travail et la maison. C'est-à-dire, voilà, ça correspond par exemple à l'émergence de beaucoup d'espaces de coworking. Alors, non pas parce que c'était la mode aux États-Unis, mais surtout parce qu'on sentait que c'était un besoin. Ça veut dire qu'il y avait des nouvelles formes de médiation et d'animation à inventer. Et nous avons profité de ces travaux-là pour proposer un nouveau projet d'animation autour de la Maison des Associations, en incluant l'observatoire, donc la gestion des données, en essayant d'objectiver aussi, puisqu'il y a beaucoup d'associations à Rennes et dans beaucoup de villes et en France, mais à l'époque, on avait du mal à objectiver, à avoir des éléments concrets comme on pouvait les avoir pour les entreprises. À côté de ça, on a renforcé toute la dimension accompagnement des associations, ce qu'on est toujours en train de faire, c'est-à-dire que de jour en jour, nos outils évoluent. On a mis en place également un espace de coworking avec une pépinière d'association, c'est-à-dire que l'idée de la pépinière, c'était pendant de 6 à 18 mois, c'est d'incuber, alors un mot très à la mode, des projets qui ont un fort potentiel de développement et de leur donner des moyens à disposition pour pouvoir se développer rapidement. Un petit peu sur la logique des startups, on va dire, sur la logique du startup non lucrative. Voilà.
puisqu'on a aussi constaté, petite parenthèse, que de plus en plus, le statut associatif enfin, je ne vais pas dire est utilisé, parce que les gens qui créent des entreprises associatives à but non lucratif sont des gens qui sont des militants. Mais ce sont des militants qui ont une logique de service, voilà, de service. Donc l'idée, c'est de construire des objets économiques à valeur ajoutée, mais aussi économique et sociale. Voilà. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, toute la question aussi de ce projet-là, c'était puisque historiquement, à la Maison des Assos, beaucoup d'associations et d'opérateurs occupaient les lieux, mais de façon très cloisonnée. C'était devenu un lieu plutôt support, en fait, un lieu d'hébergement. Donc, alors que la valeur ajoutée d'une maison des associations, de notre point de vue, elle n'est pas exclusivement dans les murs. Elle est surtout dans la capacité à mettre les acteurs en mouvement, elle est en capacité à ce qu'ils se rencontrent et à ce qu'ils gagnent en savoir-faire, en compétences, mais aussi à ce qu'ils trouvent les ressources dont ils ont le besoin, la nécessité pour leur projet. Donc on a travaillé une gouvernance, c'est-à-dire le postulat, c'était de dire nous allons travailler ensemble sur un projet avec des structures qui ont des identités et je dirais presque des enjeux différents. Donc aujourd'hui, dans l'instance de gouvernance de la Maison des Associations, nous avons France Bénévolat, nous avons l'association Bug que je représente, nous avons la ville de Rennes, nous avons Citédia qui est une société d'économie mixte qui, elle, gère la partie location de salles, maintenance et sécurité du bâtiment. Nous avons une radio associative, Canal B, et nous avons le mouvement associatif Rennais. Et récemment est entrée l'association Écosynergie, qui est une plateforme de mise en lien entre demandeurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire sur des produits et des entreprises. Donc Écosynergie est une plateforme de négociation de prix et de mutualisation d'achats. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur la maison des associations comme pôle ressources dans tous les sens du terme pour les associations et également d'essayer autant que possible d'être agile. C'est-à-dire que le cadre évolue énormément. Enfin, le cadre, je veux dire, les associations, les bénévoles, le contexte social évolue. Pour nous, et c'est important de travailler sur une forme d'agilité. Ça veut dire essayer autant que possible de s'adapter aux besoins, d'expérimenter, de tenter des nouvelles choses. Alors, je suis désolé, je vous remercie pour l'intervention, mais je vais être obligé de passer la parole aux autres intervenants et on va revenir après sur les différentes présentations des structures pour pouvoir affiner un petit peu. Parce que sinon, effectivement, on ne va pas pouvoir passer en relais Vous avez raison, je suis aussi parfois dans le rôle que vous occupez et c'est parfois un petit peu ingrat, mais il faut en revenir, hein, pas de problème. Donc, le parti pris, c'est le dialogue et nous construisons progressivement cette identité entre les différentes structures qui n'était pas naturelle en fait, qui n'est pas naturelle, donc qui se construit. Et là, un des enjeux sur les prochaines années, c'est le côté hors les murs. Voilà, c'est-à-dire porter le même niveau de service dans les quartiers, dans les autres territoires. Parce que quartier, pour moi, c'est un terme un peu galvaudé. Je dirais dans les autres territoires de la ville de Rennes, puisque la Maison des Associations est située à une position plutôt centrale. Voilà. Alors, on pourrait revenir sur la deuxième partie des questions, puisque là, on est sur la genèse du projet, puis la construction un peu historique, et puis les objectifs en termes de gouvernance qui ont été mis en place. Et dans la deuxième phase de questions, on sera plus justement sur la perspective, les difficultés rencontrées et comment faire pour les dépasser à court ou moyen terme. Je passe la parole à Monsieur Boros pour la centrifugeuse, et puis même question sur effectivement la genèse du projet et quelles modalités, la nature du projet aussi et les modalités de gouvernance qui ont été mises en place. Bonjour, bonjour à tous. Je suis donc François Boros, président de la Centrifugeuse, une association, j'ai envie de dire aussi citoyenne. Voilà. La genèse de ce projet, c'était en fait le manque de locaux pour travailler. Moi-même, je suis artiste, et puis on s'est réunis en fait à plusieurs artistes au bout d'un moment en fait, suite à une réunion politique qui a mal tourné, on va dire. Enfin en tout cas pour moi, dans ma tête. À force de taper à la porte de la collectivité pour demander un lieu pour travailler,
à force d'être plusieurs et d'avoir des refus, ou en tout cas de voir que l'institution était incapable de répondre à cette demande, à ce manque, nous nous sommes réunis et nous avons défoncé la porte d'une école. Voilà, je vais faire assez vite, hein, donc ça va être un peu brutal peut-être. On a défoncé la porte d'une école, mais avant, en amont, on s'est réunis en disant qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va juste partager des mètres carrés ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et donc rapidement, on a mis des piliers en place, on s'est dit qu'on allait mutualiser, qu'on allait échanger, qu'on allait faire, qu'on avait envie en fait de travailler avec l'économie sociale et solidaire, le développement durable. Voilà, donc on s'est dit, sur un lieu qu'on ne connaissait pas encore, on va peut-être faire une crèche avec nos métiers. On a besoin aussi de faire garder nos enfants parce qu'on rentre à pas d'heure. Enfin voilà, on s'est dit, tiens, on fera une crèche alternative, on fera une AMAP, pourquoi pas, voilà, enfin des choses comme ça, qui étaient en dehors de notre champ, on va dire, d'activité principale, l'art et la culture. Et puis on s'est dit, on va être dans un quartier et on a envie de partager, en tout cas d'ouvrir, que ce ne soit pas une tour d'ivoire comme ça l'est souvent, que ce soit perméable et qu'on construise avec les habitants, ou en tout cas qu'on échange, voilà, que ce ne soit pas juste des choses qu'on montre, qu'on soit juste le jour J au tenté, voilà, on montre ce qu'on a fait, ce qu'on a créé, et puis après, hop, il n'y a plus personne, on rentre chez nous, et puis voilà. Non, ce n'était pas du tout le propos. Alors, à la base, il n'y avait pas de construction avec les habitants. Ce sont des artistes qui se sont réunis. Voilà. Et quand on a défoncé la porte de l'école, Robert Desnos, à la Folie Couvre-Chef, il y avait déjà 2 équipes qui partaient dans le quartier avec des tracts. Justement, on avait installé un stand avec du café, des viennoiseries. Ça s'est passé le dimanche 11 novembre. Donc c'était tôt le matin, on va dire. Et on a installé une petite table avec café, viennoiserie et tout ça. Et donc 2 équipes partaient tracter pendant qu'on défonçait la porte pour dire, voilà, on arrive chez vous. Est-ce qu'on est les bienvenus? Est-ce qu'on peut se présenter? Est-ce qu'on peut... voilà ce nous on a envie de faire. On a envie d'avoir un lieu de travail dans un lieu public. Et est-ce qu'on peut échanger? Est-ce qu'on peut... Enfin, on est chez vous, vous êtes chez vous. Est-ce qu'on est bienvenu chez vous? Comment on fait? Voilà. C'était ça le but. Voilà. Non, non, elle était fermée. Elle était fermée, tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, on n'a pas viré les enfants. Les- Pardon? Ben, tout à fait. Donc, en fait, oui. Ça marche. Et donc voilà, petit à petit, on a réussi, enfin je vais faire court du coup, on a réussi à avoir un lieu. Nous sommes actuellement sur le chemin vert, sur le site Jacquard, dans l'ancien collège qui lui aussi était désaffecté. Ça a été la première structure, en fait, la première association à s'installer sur ce site. Aujourd'hui, nous sommes à peu près une 130 adhérents, font partie du CA, en fait, obligatoirement les gens qui résident dans le bâtiment. Les gens qui résident dans le bâtiment, ce sont à la fois des personnes physiques, il y a des artistes, des habitants. Non, pas des habitants, je ne dirais pas encore ça. Il y a des habitants qui font partie de l'association, mais ils ne sont pas encore au CA, alors qu'on leur avait laissé une place, mais j'y viendrai plus tard peut-être. Il y a des auto-entrepreneurs, des associations et des sociétés. Voilà. Il y a tout ce monde-là. Et c'est un véritable laboratoire. Sur la dernière assemblée générale, nous avons fait une consultation. Il y avait pas mal de monde, des élus étaient là, de différents bords d'ailleurs. Ils ne se sont pas vus, ils se sont peut-être croisés dans le couloir ou dans la rue, mais en tout cas, il y a eu différents élus qui sont passés. C'était intéressant et différentes personnes enfin, pratiquement tout le monde s'est exprimé pour l'orientation générale de l'association sur l'année 2017. Voilà. Voilà ce que je peux en dire rapidement. Question après. C'est le frustrateur.
La Maison de la Solidarité, c'est une initiative de la société civile, privée, hein, qui a été maturée entre 2005 et 2007. Donc la maison a maintenant 10 ans, 11 ans bientôt. C'est d'abord la volonté de deux mouvements, celui qui était porté par l'ARDES, l'Association régionale pour le développement de l'économie solidaire, et celui qui était porté par le CITIM et l'ASTI autour de la solidarité internationale, de se retrouver pour faire cause commune dans un certain nombre de projets à monter ensemble. C'est donc une démarche un peu politique qui était de dire comment on peut être plus fort, puisqu'on a à peu près les mêmes enjeux de volonté de changement de la société, de lutte pour une plus grande justice sociale et justice écologique ici en Normandie et ailleurs dans le monde. Donc c'est un peu la base du travail, c'est comment on se réunit ensemble pour faire valoir un certain nombre de principes et de valeurs et donc de pouvoir acter des actions à dimension politique. L'autre enjeu, c'était qu'on était devant une nécessité d'élargissement des locaux pour l'ARDES et puis de trouver des locaux pour le CITIM. Donc ça tombait bien, il y avait une opportunité qui faisait qu'on pouvait accélérer ensemble pour pouvoir se rejoindre. Donc ça a été le cas en 2007. On a rencontré un bailleur social qui s'appelle Caldos Habitat. Et on a une négociation très profitable avec lui qui nous a permis, sur l'année 2007, de monter en charge, c'est-à-dire d'installer une dizaine de structures qui avaient à voir avec ces deux grandes familles d'acteurs du changement social que sont les gens de l'économie solidaire et ceux de la solidarité internationale. On a été très vite 35, c'est-à-dire en gros une dizaine de locataires et puis 25 usagers ponctuels, mais toujours dans cette logique-là. Ce n'est pas une maison des assos, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là sont amenés à nous retrouver des structures qui portent les mêmes valeurs et qui défendent le même projet de société. C'est le filtre initial à l'entrée. La rencontre avec les pouvoirs publics a eu lieu dès le début, avec la région d'un côté et la ville de Caen de l'autre, sur un enjeu de soutien public qui a été organisé autour d'un seul thème. C'est en gros, la maison de solidarité va permettre à un certain nombre de structures de pouvoir utiliser des locaux et donc de quelque part de répondre et de permettre une dynamisation de la vie associative. Donc c'est la raison majeure pour laquelle la ville de Caen à l'époque, c'était Mme Le Breton, et la région, M. Duron, donc c'était une ville de droite et un conseil régional de gauche. C'était intéressant pour nous qu'il y ait un soutien de cette nature sur cette unique dimension, c'est-à-dire en gros, vous allez être support à un développement de la vie associative par le fait que vous allez pouvoir prêter des locaux qui permettront, des locaux, des armoires, enfin de la mutualisation de logistique qui permettra au monde associatif de mieux se développer sur le territoire de l'agglomération. Pour ce qui est de la gouvernance initiale et de la gouvernance actuelle, hein, si on peut peut-être faire un lot, je vais laisser la parole à mon éminent confrère. Oui, donc sur la gouvernance, je pense que ça se retrouvera peut-être aussi dans d'autres associations ou regroupements. Donc nous, on travaille en coprésidence en fin de compte. Hein. Il y a 35 associations, plus aujourd'hui effectivement le côté citoyen, c'est-à-dire qu'on a changé nos statuts en 2016 pour ouvrir le conseil d'administration aussi. On a eu une assemblée générale et je crois qu'on doit se retrouver dans avec le même problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui encore de citoyens qui participent. Donc on a un travail, je pense, de lien à faire avec ça. Donc la coprésidence, nous, elle est réalisée. Il y a 3 coprésidents qui émanent des associations qui occupent les locaux. Donc on en a 10 et avec un tiers sortant chaque année pour que tout le monde participe. Par contre, ça fait partie du contrat. C'est-à-dire que les associations qui sont occupantes, quand elles rentrent, ça fait partie du contrat. Elles savent qu'elles vont prendre à un moment donné la coprésidence. À une exception près qui est due à des statuts, mais avec un lien philosophique et politique qui correspond à la MDS, et donc on a juste une association où on sait qu'elle ne sera pas coprésidente, mais ça ne nous pose pas de problème là-dessus. Ensuite, on a à l'échelon en dessous, on a des groupes de travail sur différents sujets. Ça peut être l'aménagement au niveau de la MDS. On a un café citoyen, par exemple, aussi. Donc, on a un groupe de travail qui travaille sur l'épicerie, la vente de produits ou des choses comme ça,
Voilà, et les groupes, bah, ça évolue aussi par rapport au cheminement, hein, de l'association. Donc voilà, il y a des choses que je saute parce qu'on n'a pas le temps. Ce qui est très important, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a quasiment pas de prise de décision au vote, en fin de compte. C'est très très exceptionnel, mis à part à l'Assemblée Générale parce que statutairement, il faut envoyer la décision à la préfecture et tout ça, donc c'est un peu les textes qui nous obligent là-dessus, mais sinon, tout est pris au consensus, c'est-à-dire c'est vraiment dans l'échange et discussion. Et ce qui montre que c'est... On parlait du temps tout à l'heure, hein, en plénière, et effectivement, ça demande du temps. C'est-à-dire que ce système de démocratie demande plus de temps que d'habitude, puisque les échanges doivent être plus longs pour convaincre, pas froisser l'autre en lui disant c'est la majorité qui a décidé, c'est comme ça et tu suis. Donc voilà. Et on a des temps aussi, c'est important dans la gouvernance, des échanges, des temps d'échanges conviviaux, qui correspondent à des associations qui vont faire une soirée, par exemple, sur leur cœur de métier ou sur un sujet de société. Et on a aussi des petites mises en place de causettes, des fois, qui sont que sur le temps du midi, puisque, effectivement, les structures, on a une cuisine où on mange ensemble, pour celles qui veulent, voilà. Pour le CVA, je vais vous demander, je suis désolé, il semble d'être assez synthétique et rapide. Ah bah ça va être, oui, on peut être rapide et synthétique. Rapide dans le sens où la maison des associations à la Guérinière, qui va s'installer, n'est pas encore sortie de terre. Alors oui, alors ça c'est un vrai dilemme entre hôtel et maison. Alors permettez-moi de garder mon quant à moi. Du coup, je vais toujours appeler ça Maison des associations de la Guérinière pour l'instant. Et à mon avis, on trouvera certainement quelque chose de commun dans les mois qui viennent. En tout cas, au sein du Conseil de la vie associative, enfin, plutôt, dans le cadre de cette implantation, de ce nouvel équipement, la municipalité a décidé de créer, alors je ne parle pas au nom de la municipalité, mais je vous explique, hein, a décidé de mettre en place un travail de concertation à la fois sur l'utilisation, sur la mutualisation, puisque un certain nombre d'associations vont quitter des lieux actuels pour venir s'y installer. Donc il fallait créer une vraie concertation d'utilisation. Qui allait là-bas, quels étaient les endroits sur la ville de Caen qui allaient fermer, etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Un deuxième groupe de travail qui est en train de travailler, alors c'est celui dont je pourrais vous parler, c'est comment on va s'emparer de ce lieu, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Et puis un troisième groupe, c'est comment cet équipement lourd, important, s'installant à la Guérinière, va considérer son installation sur le territoire et comment le territoire va faire corps avec cet équipement. Donc voilà, ça, alors nous on arrive, l'équipement, on a les plans, on a de l'information, on en a eu, et puis on a pu donner quelques avis à la marge pour faire bouger. Bon, je vous passe là-dessus. À l'heure d'aujourd'hui, pour reprendre un petit peu sur ce que les collègues ont dit, sur des projets déjà existants, une genèse, nous on est en train de vraiment de co-construire et de coproduire. Et je reviens sur ce qu'on disait ce matin, parce que c'était vraiment le lien. Par exemple, dans la coproduction que nous faisons, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce fameux groupe de travail qui travaille sur la charte de fonctionnement. C'est une vraie coproduction. On a à l'intérieur, on se réunit tous les 2 mois. Ça réunit l'ensemble des associations qui vont utiliser ce lieu. C'est une soixantaine, je crois qu'il y en a à côté de moi, donc c'est une soixantaine d'associations. Donc il y a matière à regarder comment on va vivre ensemble, enfin comment ils vont vivre ensemble, d'autant plus que moi je représente une association qui n'ira pas à la maison des associations, donc c'est plus facile comme ça d'avoir un regard un peu de recul, mais en tout cas c'est comment les choses vont se faire ensemble, avec des associations employeuses et d'autres qui ne sont pas employeuses, donc il y a aussi ça. Et puis après, tout ce grand espace qui va être aussi un espace largement collectif et ouvert sur le territoire canet. Donc ça, c'était une première chose. L'autre chose, c'est de savoir un peu comment le bâtiment va s'animer, comment on peut animer un tel équipement. Et le troisième point, c'était la création, la mise en place, la montée en charge du Conseil des usagers.
Voilà où on en est aujourd'hui. La place que j'occupe, je représente le Conseil de la vie associative. Le Conseil de la vie associative, comme je le disais ce matin, a décidé d'être à la fois coproducteur, mais aussi d'être co-constructeur d'un tel équipement. Et c'est vraiment un bel exemple pour nous de savoir comment allons-nous être en capacité au CVA d'être en effet accompagnateur, si ce n'est instigateur, si ce n'est aussi, je dirais, en expertise sur les politiques publiques de la vie associative caennaise. Une nouvelle question aux intervenants, et à nouveau j'insiste très rapidement, en quoi votre structure aujourd'hui peut-elle être qualifiée de lieu partagé? Alors peut-être la parole à Monsieur Mady, et effectivement la thématique de l'atelier c'est les lieux partagés. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que votre maison des associations est un lieu partagé? Si oui, pourquoi? Ou est-ce qu'il reste des choses à travailler, à construire, à consolider de manière à ce qu'on puisse dire que ça soit un lieu partagé? En gros, comment vous définiriez un lieu partagé, vous? Je ne sais pas si on peut définir le lieu partagé. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un lieu partagé, c'est une tension permanente. Ça veut dire que le partage, il est aussi lié à ce que les différents acteurs, sur l'intérêt que les différents acteurs y trouvent. Donc, et ça dépend aussi d'où on met le curseur. Pour moi, si on abandonne cette tension de lieu partagé, on va retomber dans les travers, je ne vais pas dire anthropologiques, mais quasiment naturels, du cloisonnement, j'entendais parler de l'entre-soi, de ce fameux entre-soi. Donc, nous, on a un rôle un petit peu, je dirais, de metteur en scène par rapport à tout ça. Ça veut dire qu'il faut faire du lien, il faut toujours organiser des temps qui permettent aux gens de se voir. Il y a un côté aussi récurrent, il faut créer des temps conviviaux, il faut créer des sujets communs. Alors, donc, à partir de là, à partir du moment où en effet on a une gouvernance avec des acteurs qui sont de différentes, on va dire, différentes sensibilités, identités, et pour lequel on a un objectif effectivement de construire un outil partagé, parce qu'il n'est jamais terminé, il n'est jamais fini l'outil partagé, c'est un processus. Oui, on peut considérer que la maison des associations tend vers le partage. Et puis, il y a tous les éléments aussi d'interaction avec les usagers, avec les citoyens, avec les habitants. On organise des cafés associatifs, on organise beaucoup de temps d'échange, d'animation où ils viennent exprimer leurs besoins. En fait, c'est ce dialogue-là. Le partage, pour moi, c'est un outil qui permet de construire des solutions et surtout d'être agile. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que une maison des assos, c'est pas une forme finie, c'est pas quelque chose de donné définitivement et de manière intangible. C'est quelque chose qui doit évoluer à la mesure du pouls des associations. Et pour prendre ce pouls-là, en effet, il faut partager les idées, faut être une sorte de passeur d'idées, et c'est notre rôle en tant qu'association, corps intermédiaire entre les associations. Alors, pas toutes les assos, c'est difficile d'être exhaustif, mais une bonne partie des associations rennaises et, je dirais, les pouvoirs publics, les politiques, les aider aussi à faire de la prospective et à bien cerner des enjeux. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Tout à fait. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est effectivement que le lieu partagé, pour vous, était un processus constant, et puis à géométrie variable, et qui peut évoluer dans le temps en fonction des acteurs qui sont autour de la table, et qui mérite d'être nourri tous les jours de manière à pouvoir continuer d'exister, se modifier, se transformer, et être en adéquation avec les structures, les usagers, les habitants qui sont en lien avec la maison des associations. Je ne sais pas si j'ai... Voilà, idéalement. Alors après, je rajoute quand même un élément, c'est que justement, on a voulu casser cet entre-soi. On est avec des structures qu'on est vraiment des identités très différentes. Et c'est le plus difficile, en fait. C'est un moment où on se retrouve avec des gens qui viennent d'un peu partout, qui se disent c'est quoi mon intérêt dans une maison des assos? Et ça se construit aussi au fur et à mesure, avec des degrés différents. Voilà. Merci. Par rapport à la problématique de faire se rencontrer effectivement des entités, des individus, des compétences, des parcours et puis aussi des objectifs et des volontés différentes. Pour les autres structures, est-ce que ça, pour vous, la Centrie, la Maison des Solidarités ou la future Maison des Associations 2, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui est pour vous un lieu partagé? Qu'est-ce qui, voilà, si vous avez des compléments à apporter à ce que Monsieur Madi a pu évoquer. Oui, moi, ce que je trouve intéressant à la MDS, c'est effectivement qu'est-ce qu'on appelle lieu partagé. Est-ce que c'est un lieu partagé par les adhérents uniquement et ceux qui vivent là? Ça, effectivement, c'est assez facile, mais nous, on voit bien, par exemple, il est impossible de calculer le nombre de réunions qui se passent à la MDS dans l'année. Parce que, oui, mais 300 sur le papier, ça, c'est les 300 des locaux occupés. Mais après, on a un tas de réunions de nos structures où on va avoir des associations extérieures qui viennent à la MDS pour travailler sur une co-construction d'appel à projet, d'une co-construction d'une animation, journée du bio, ESS et tout ça. Et donc c'est là où je trouve qu'on peut parler aussi de vivant, d'une structure qui vit. C'est-à-dire qu'il y a d'autres de l'extérieur qui viennent et ce n'est pas simplement réservé à ceux qui sont locataires ou adhérents. Voilà. Et puis le fait aussi qu'on ait mis au mois de septembre 2016 en place un café associatif où on ouvre là pour le coup encore plus sur le citoyen. Juste quand même, ce qu'on a vu sur 10 ans, c'est une montée en charge de la notion du concept de coopération. Et je pense qu'on est assez proche dorénavant de ce qui s'appelle des pôles de coopération économique, pôles locaux, PTCE, hein, qui est le truc qui a été à la mode il y a quelques temps, mais qu'on a un peu oublié, où là on est dans une co-construction progressive de rapports économiques entre les membres de la MDS. Ça c'est très important, c'est très consolidant, c'est très enrichissant, et ça permet aux structures, de par le fait qu'elles sont dans un lieu partagé et qu'elles mutualisent, de transcender cette mutualisation logistique pour organiser des complémentarités d'actions, d'activités. Et on a mis du temps à faire ça. Je ne sais pas ça a à voir avec l'évolution d'une culture commune. Et ça, c'est pas gagné. C'est pas parce qu'on met des structures à Rennes, à Caen, ensemble qu'elles vont produire obligatoirement ce genre de démarche. C'est un cheminement. C'est lié aussi à des formes de complémentarité. On a eu la chance peut-être d'organiser, de faire que les structures qui sont rentrées dans la MDS n'étaient pas sur le même champ, donc on va dire très trivialement sur le même marché. Et donc on a pu créer des synergies entre des gens qui travaillent autour de l'alimentaire, des gens qui travaillent autour de l'éducation populaire, et on a pu organiser comme ça progressivement des activités qui permettent donc à ces structures d'évoluer favorablement. La dernière étape là, de cette forme de coopération, c'est celle qui fait qu'au bout de 10 ans, donc on voit bien que le chemin est long et que ce n'est pas du tout systématique, on est actuellement en train de travailler collectivement au service du projet global de l'MDS. C'est la première fois depuis 1 an et demi qu'on a créé des emplois et qu'on a mis en place des activités qui sont portées par tous au service de tous. Ce qui est une autre étape dans le cheminement de ces formes de coopération. Non, pas vraiment plus. Enfin, nous, c'est un lieu qui est jeune. Hein, il vient de sortir. Ça fait que quelques années seulement. Demain, il y a notre temps fort. C'est un gros festival qu'on organise avec les associations qui sont aussi sur le même site. Il y a plusieurs associations sur le site Jacquard, sur l'ancien collège. On organise un gros festival avec la régie de quartier et puis l'APFIM, la fabrique d'initiatives municipales, où là aussi transitent des artistes, mais plus pour faire des résidences en fait. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le lieu en fait qu'on nous a prêté, enfin que la commune nous a prêté, ça n'est pas du tout un lieu adapté à l'objet de l'association, à nos pratiques. On s'en est emparé, je dirais malgré tout, parce que c'était déjà un bon début. Et dans notre envie de base, c'était bien évidemment un lieu partagé et un lieu de vie, voilà, ouvert sur le quartier. Ça a toujours été un des credos, en tout cas une des bases de l'association. Et étant donné qu'il n'y a pas, dans la configuration du bâtiment, il n'y a pas ce lieu-là, on n'a pas de lieu véritable où on peut se retrouver pour manger. Enfin, il y a un tout petit lieu, mais c'est vraiment rikiki, quoi. On a demandé l'emprise autour du bâtiment pour faire du potager. Voilà. Actuellement, il y a un poulailler
Donc il y a un petit espace potager et il y a un composteur. Donc les habitants peuvent venir déposer leurs ordures, enfin en tout cas leurs déchets verts, leurs déchets comment dirais-je, de cuisine, organiques, voilà, tout à fait, végétaux. Dans ce composteur, il y a un habitant qui vient nourrir les poules. Et en fait, le lieu actuellement, parce qu'on a une météo clémente, le lieu de vie, c'est le jardin. Voilà, il y a un de nos adhérents en fait qui s'occupe justement de développement durable, qui organise des barbecues depuis quelques semaines, et il fait le tour de toutes les associations du site. Et il y a parfois aussi des habitants qui viennent au barbecue. Et il y a 2 semaines, ça s'est fait comme ça, enfin quasiment à l'improviste, on va dire. Il fait le tour de tout le monde. On s'est retrouvé à 30 dans le jardin, à sortir les tables, les chaises et à discuter avec des gens qu'on ne connaissait pas, ou enfin voilà, qu'on apprend à connaître. Et puis des habitants qui, par l'odeur alléchée des quelques merguez sur le feu, commencent à se dire mais qu'est-ce qui se passe par là, et qui viennent s'asseoir, voilà, avec une petite participation modique. On découvre, on parle, on échange, et c'est un bon début, mais pour l'instant la météo est clémente, voilà. Et c'est à l'extérieur. À l'avenir, le lieu sera détruit. C'est un laboratoire, hein, c'est un véritable laboratoire, là, la centrifugeuse. On sait que le lieu sera détruit, on l'a pris quand même. Sous 5 ans, tout le lieu sera détruit. Et on parle déjà, enfin en tout cas les élus se sont prononcés verbalement en tout cas et publiquement pour un nouveau lieu. Et nous espérons véritablement le co-construire. Voilà. Donc pour l'instant, on sent que de la part de la municipalité, il y a des peurs. La peur, c'est qu'on grossisse et qu'on prenne de plus en plus de surface. Et je pense que derrière, forcément, il y a le tiroir caisse et puis il y a le chiffre que ça va coûter au mètre carré. Et nous espérons justement parler de ces freins. Qu'est-ce qui freine? Est-ce que c'est le fait qu'on s'étende? Est-ce que c'est le fait que ça coûte cher? Ou autre chose? Voilà, enfin, on parlera de ça et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'habitants, en tout cas, et même dans le CA, parce que pour l'instant, ils sont là, il y en a certains qui adhèrent. On en croise de plus en plus et j'espère qu'ils vont remonter jusqu'au CA et qu'on fera en sorte qu'ils soient là pour décider de ce lieu. Merci beaucoup pour vos éclairages. Donc il nous reste un quart d'heure où les participants peuvent interroger qui le souhaite sur effectivement la notion de lieu partagé et puis voilà, ce que vous avez pu évoquer, la difficulté ou les contraintes dans la mise en œuvre, le fait que ça soit quelque chose de complexe et de polymorphe qui évolue constamment, comment les uns et les autres s'adaptent par rapport à ça. Voilà. La parole est à vous et on essaiera de se garder quelques minutes avant la fin de l'atelier de manière à pouvoir le synthétiser pour revenir en plénière avec 2-3 constats partagés et 2-3 questions à évoquer en plénière. Je vous laisse le micro. Je voulais savoir, votre adhérence est de combien? L'adhésion. Oui, je veux dire, revenir guerritaire, donc Crépin, donc je laisserai à ma présidente la présentation de notre association, bien sûr. Non, c'est pour revenir, je suis vieux, d'accord, mais 25 ans en ville de Caen et du temps de Lucien Nel, j'ai ouvert avec lui donc l'ensemble des maisons de quartier de la ville. Donc les maisons de quartier, dont, pour revenir à mon ami Ledu, sur le plan, disons, du fonctionnement de ces maisons de quartier, là, bon, on en reparlera tous les deux si ça ne vous dérange pas, pour voir, on avait des règlements intérieurs établis du temps de Lucien, on avait ça, le Breton les a repris par la suite, et donc le tout, c'est de les mettre au goût du jour en fonction de l'évolution sociétale, à mon avis. Donc je tiens, moi, peut-être une déformation professionnelle, sur le plan de la construction de la future maison des assos, un établissement, quels sont les gens qui connaissent le type d'établissement dans lequel on va aller sur le plan de la sécurité de l'établissement? Non, voir un petit peu, puisqu'on a vous nous avez communiqué les plans de la future maison de quartier.
Ben oui, et justement, il y a quand même le respect en tant qu'établissement de type EL de certaines règles. Donc là, il faut impérativement les respecter. Hein. Je vais tout à fait dans ton sens. Et là, ben, je communiquerai, si vous le permettez, des documents et reprendre aussi, notamment pour les maisons de quartier, mais également, donc on avait mis en place un règlement concernant les sites ouverts, hein, notamment donc et là on peut s'en inspirer pour faire quelque chose de tout à fait crédible en fonction de l'époque actuelle. Effectivement, excusez-moi. Après cette demi-journée d'études, on aura une base de données partagée où chacun pourra abonder avec les documents qui lui semblent nécessaires, utiles et pertinents de diffuser à l'ensemble des participants de cette demi-journée. Cédric, tu voulais... Bon. Oui. Bonjour, Cédric Marchaland, directeur de la régie de quartier Chemin Vert à Caen. En fait, bon, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre là, j'ai pas réellement de questions, mais j'ai envie j'ai plus un témoignage par rapport aux sujets qui sont abordés. Et en fait, on parle de lieux partagés. Dans les exemples qui sont ici présentés, on parle de lieux, structures identifiées, physiques. Et ça a été évoqué tout à l'heure en plénière. On parlait de lieux partagés, et je l'ai entendu par l'intervention de monsieur, je ne sais plus, de Rennes, excusez-moi, ou de lieux partagés hors les murs. Voilà. Donc la régie de quartier, une régie de quartier, elle a aussi pour vocation de prendre en compte les besoins d'un territoire et de répondre aux besoins des différents, aux besoins de ce territoire. Pour moi, la question du lieu partagé, il a du sens que si réellement il est partagé. Il suffit, pour nous, régie de quartier, si on se dit, quand elle est sortie de terre et quand elle est arrivée sur le quartier du Chemin Vert, on se dit, bah, tiens, ce lieu-là, ou cet espace-là, il est aussi dédié aux habitants. Donc on s'est dit, tiens, on va faire un café pour les habitants. Et, sauf que très vite, on s'est retrouvé entre adhérents, et j'ai même envie de dire, entre administrateurs de l'association. Et donc, du coup, ça n'a plus de sens. Le lieu partagé, pour moi, il n'est plus partagé. Et pour autant, on le veut partager. Donc là, aujourd'hui, on pousse la réflexion à aller plutôt au pied d'immeuble, rencontrer les habitants autour d'un café. Et en fait, j'ai envie de vous dire que le café est le lieu partagé. C'est-à-dire qu'en fait, par la symbolique d'un tricycle qui se balade au pied d'immeuble, l'idée, c'est d'aller rencontrer des habitants pour pouvoir partager des choses avec eux, avec ses habitants. Voilà. Donc moi, dans la question de comment construire un lieu partagé ou les lieux coexistants ou à développer, moi je pense qu'effectivement il y a aussi des choses à développer dans ce sens-là, parce que moi ce qui nous intéresse, en tout cas dans le cadre d'une régie de quartier, c'est que les habitants s'approprient un espace et qu'ils puissent être entendus et qu'ils puissent s'exprimer. Et si ces espaces-là, il faut les redéfinir, il faut les retrouver, ces espaces-là. Et je pense que le lieu bâtiment, je ne sais pas si je commence un peu à être confus, mais le lieu bâtiment fermé en tant que tel, pour moi, sur des territoires comme par exemple le quartier du Chemin Vert, qui est un territoire, n'est pas forcément non plus l'espace le plus facile où des habitants arrivent à venir pour s'exprimer. Voilà, c'est ça que je... Moi, je veux bien répondre. La parole à Monsieur Madi, puis après Monsieur Gourdeau, et ensuite, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, Madame Nativelle. Monsieur Madi. Ouais, je réponds rapidement, juste, en effet, je pense qu'un des grands risques des lieux, c'est justement le repli à un moment qui se fait de façon quasiment mécanique. Ça veut dire qu'on est bien entre nous, on s'assoit sur nos certitudes, et à un moment, on se coupe complètement d'autres personnes qui elles-mêmes, à un moment, ne s'autorisent plus à venir parce que c'est déjà, comment dire, l'espace est déjà occupé par des gens, voilà. Et il y a une image, voilà. Ça, c'est très compliqué de travailler là-dessus. C'est pour ça que je disais que le partage, en fait, c'est une tension permanente. Ça veut dire qu'il faut jamais se reposer sur
sur l'acquis. Enfin, c'est valable pour beaucoup de choses. C'est une porte ouverte que j'enfonce, mais il n'y a pas de réponse. Je pense que c'est aussi le message qu'on envoie. C'est aussi le fait que les gens y peuvent y faire des choses. C'est pas le lieu qui. Je dis ça, hein, c'est très compliqué de le mettre en œuvre, mais c'est pas le lieu qui définit ce que les gens vont venir y faire. C'est les deux. C'est aussi les gens qui peuvent y trouver de l'espace. Alors, faut lâcher des choses pour qu'ils puissent s'approprier. Il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a des contraintes. C'est toute la difficulté d'un lieu partagé, je pense. Mais tout ça, c'est à construire, hein. C'est une nouvelle forme d'animation, de médiation. C'est très complexe, mais ça demande en effet que les gens puissent, à mon avis, y faire des choses, quoi. Y avoir une place. D'accord. Et effectivement, c'est une construction permanente, mais aussi nouvelle pour les structures, pour les élus, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était de manière assez caricaturale, mais chacun dans son précaré avec une identité propre et une étiquette. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, ça devient pour eux, effectivement, vous parlez de la place de l'habitant, qui peut prendre une place dans le CA, qui peut aussi s'investir, qui peut faire évoluer la structure, de l'artiste ou de l'élu qui va être dans, c'est peut-être partager la décision qu'il a prise avec des habitants qui n'ont pas forcément le même regard que lui. Donc on est aussi sur peut-être une démarche nouvelle, en tout cas contemporaine, qui construit par des démarches d'essai-erreur. Monsieur Gourdeau, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, c'est très intéressant, mais c'est un peu fantasmé quand même, c'est ce que tu dis là. Le chemin est très long, hein, et il ne faut pas... ce souhait évident et bienvenu de dire que tout le monde peut aller partout et que toutes les portes sont ouvertes. Non, c'est un parcours. C'est un parcours qu'il faut construire et dont on voit bien que quand la notion d'éducation populaire n'est pas mise en œuvre, eh ben ce système dysfonctionne. Donc moi, je suis malheureusement, au bout d'un certain nombre d'années, un peu plus modeste et prudent sur ces enjeux-là et la façon d'y aboutir. Il y a des étapes pour y aboutir. Et donc, moi, je ne suis pas du tout opposé au fait que la notion de quant à soi, à certains égards, voit le jour, soit mise en œuvre, parce que demain, elle va permettre, c'est un moment qui est nécessaire pour demain permettre un élargissement de la formule. Le secteur associatif est quand même très innovateur, et déjà le fait de permettre au monde associatif d'innover, d'expérimenter et de se consolider par le biais de ces formes de mutualisation liée à des espaces partagés, ça me semble être déjà des temps nécessaires qui, en France actuellement, en Normandie particulièrement, sont vraiment encore trop rares. Donc la Maison des Solidarités, c'est un peu ça quand même. C'est 10 ans d'expérimentation qui font démonstration que 10 structures, de façon autonome des pouvoirs publics, sont capables d'autogérer, d'autoproduire une réponse pour elles-mêmes et pour leur environnement. Leur environnement qui n'est pas obligatoirement celui de la proximité, ça dépend un petit peu aussi de leur propre activité, aux structures qui sont membres de cette Maison des Solidarités. Donc moi, il me semble que c'est intéressant de parler du citoyen. Évidemment qu'il est à rechercher sa présence et son intervention, mais il y a d'autres niveaux tout aussi intéressants. C'est ceux de cette façon de concevoir ensemble, de se concevoir ensemble, de coopérer ensemble, tout à l'heure je l'ai dit, pour produire des réponses innovantes au bénéfice de ceux qu'on fréquente. C'est l'ambition de ce qu'on appelle, nous, la Maison des Solidarités 2. On est sollicité par des structures qui veulent nous rejoindre depuis maintenant 4-5 ans. On est en négociation actuellement avec le bailleur social, qui est notre propriétaire, Calos et Habitat. On va formellement, on va passer de 400 mètres carrés à 1200 normalement dans les 2 ans qui viennent, et on va continuer à penser la proposition sur 3 enjeux. Hébergement de structures de développement, le Crépan par exemple, le Graine, enfin on voit bien à peu près nous à quoi ça correspond. Ouverture à des structures qui rencontrent des publics, hein. Actuellement, la Maison des Solidarités, c'est 1000 personnes qui passent par an, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. 1000 personnes autres que les salariés administrateurs. Donc continuer à travailler sur la notion d'accueil de structures à caractère social. On pense au planning, on pense à des gens autour de Médecins du Monde, peut-être, enfin on a des liens qui sont envisagés, et puis inaugurer ou confirmer l'idée qu'un lieu, c'est aussi un lieu de consommation éthique, et donc on va sans doute se mettre en lien avec des entreprises qui vont, j'espère, nous permettre, avec ces 3 entrées, de produire une nouvelle expérimentation
plus importante. Et notre souhait, c'est quelle est la place de la collectivité locale dans ce projet. Pour l'instant, il faut avouer qu'elle n'existe pas. Donc, moi, si dans cette journée, dans cette matinée sur l'éco-construction, je pense qu'on est un petit peu ici en déficit de production collective. Pourquoi ? Parce que actuellement, les collectivités territoriales, les élus sont en grande difficulté pour se mettre au service d'un projet qui n'est pas porté par leurs soins. Cette étape n'est pas franchie. En gros, on voit bien qu'on crée un hôtel ou une maison des associations, ça rentre dans le cadre d'une politique publique. Quand on est sur une expérimentation réussie comme celle de la MDS qui veut élargir et qui va servir le territoire, on voit bien la difficulté qu'ont les pouvoirs publics à s'impliquer, parce que ça, c'est une culture qui est très difficile pour eux à acquérir. Je confirme. Madame Nativelle. Je voulais poser une question, mais je crois que monsieur a répondu. Ce que je voulais demander, c'est actuellement, je sais qu'il y a 50 possibilités pour 50 associations. Et maintenant, vous en êtes? D'après monsieur, il ne sait pas commencé encore. Oui, mais je ne vais pas répondre ni à votre question, ni à la vôtre, parce que, ben non, le rôle dans lequel je suis, c'est pas de ça. Je ne suis pas comptable de ce qui va comment la municipalité, à vos côtés, permet aux associations d'occuper les bureaux, enfin les espaces, etc. Voilà. Non, par contre, ce que je veux dire, c'est que quand je vois la Maison des Solidarités, la centrifugeuse, la régie de quartier, ce qui se passe sur Rennes, sont déjà des projets qui ont de la vie, qui ont à géométrie variable. Je reprenais l'expression des metteurs en scène. Vous êtes tous là à des niveaux des metteurs en scène de quelque chose, de territoire. Sur ce que est en train de se produire dans le cas de la Maison des Associations 2, pour reprendre l'expression, c'est que toutes les questions que vous vous posez, ou celles que vous êtes posées il y a déjà un bout de temps, on est en train de se les poser aujourd'hui, en fond. Donc ça veut dire que, il n'y a pas eu de réponse, ou alors on n'a pas, quelque part, on a eu du mal à entendre les réponses qui ont déjà été apportées, donc il faudrait quand même qu'on évite de réinventer la poudre, parce que sinon c'est du temps de perdu. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans ce 21e siècle-là, je trouve, enfin, si je peux me permettre ça. C'est-à-dire que les questions, aujourd'hui, sont devenues multigénérationnelles. Parce que la plupart, dans ce monde associatif, il y a quand même une certaine jeunesse qui est là, et on voit bien comment, là où nous sommes, on est plutôt des anciens. Alors, et on a parfois aussi cette manière de regarder le fonctionnement d'un tel équipement, par exemple, plutôt avec un regard ancien. Et je trouve que là, aujourd'hui, on est en train d'être, même les anciens que nous sommes, si je peux le dire comme ça, il ne faut pas faire vieux con, mais au fond, on est complètement traversé par cette modernité nécessaire. C'est justement un lieu partagé. C'est quoi un lieu partagé? On s'est dit, en effet, il y a les murs. Bon, les murs, nous, on n'a pas à se soucier de ça. La municipalité l'a fait pour nous, pour le coup. L'équipe qui va gérer l'équipement nouveau, c'est l'équipe qui gère aujourd'hui la maison d'association où nous sommes aujourd'hui. Donc, mais par contre, les questions qui sont en train de se poser, c'est justement tous, je crois que c'est 3000 m², enfin je ne sais plus, j'ai oublié le nombre, enfin bref, peu importe. On vient de s'apercevoir qu'au fond, dans ce grand lieu-là, il y a plein de petits lieux. Il va y avoir des processus d'appropriation du lieu. Et ça, je crois que ça bouleverse. Ça oblige les gens à penser différemment. Ça oblige les gens à penser entre eux. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, entre associations employeuses et associations non employeuses. Ça change les choses. C'est le fait d'avoir des espaces où les gens vont se croiser. Par exemple, la MJC de la Guérinière va venir s'installer pendant 1 an, le temps des travaux. Et ça va changer les choses. Et je trouve que cette appropriation-là, cette expérimentation-là, enfin, en tout cas, ce qui est en train de se produire, il va falloir se l'approprier comme une vraie expérimentation. Et là, pour le coup, la municipalité est en train... Alors, après, il va y avoir toutes les limites nécessaires qu'on n'a peut-être pas encore bien vues, mais en tout cas, cette expérimentation-là, cette volonté d'autoriser l'expérimentation est en train de poindre. Mais...
Je vais être obligé de vous couper la parole et remercier M. Madi qui doit nous quitter pour son intervention et son témoignage. Merci de vous être rendu disponible et puis bisous aux enfants. Merci ma fille aussi pour sa patience. Oui, elle a été. Voilà, on a un autre enfant ici qui est extrêmement patient. Merci à vous. Il y a des enfants géniaux autour de nous. Merci. Bon Bon week-end à travail, vous. bientôt. Merci. Comment peut-on synthétiser les échanges de cet atelier? J'ai des propositions à vous faire, puisque le temps nous manque, mais ce qui est tout à fait normal en fin de matinée. Moi, ce que j'ai entendu, mais corrigez si ça vous semble un peu extrapolé, on doit revenir avec quelques constats partagés et quelques questionnements, un ou deux qui méritent d'être posés en plénière. Moi, ce que j'ai essayé de retenir, c'est que c'est d'abord... quand on parle de lieu partagé, c'est d'abord un lieu de vie, c'est d'abord un écosystème, c'est d'abord quelque chose qui est en construction permanente, qui évolue en fonction des acteurs autour de la table, des personnes qui vont et viennent, où on va être en tension entre des attentes, des objets, des intentions qui peuvent être différées, et il va falloir construire du sens commun, il va falloir construire de l'interconnaissance et de l'intercompréhension. Après, donc c'est un écosystème. Ensuite, c'est aussi un laboratoire d'expérience où, là, on le disait, il y a des réponses possibles, mais a priori, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une recette, parce que sinon, on l'appliquerait tous les uns les autres. Mais il y a différentes réponses qui sont adaptées selon les acteurs ou selon les contextes. Et puis, effectivement, le troisième point qui, moi, me semble ressortir, c'est le risque de l'entre-soi et la volonté, les démarches de sortir des murs, d'aller à la rencontre de l'autre, de constamment se réinterroger et de ne pas rester sur ses acquis pour que le processus puisse aboutir. Est-ce que ça vous semble fidèle à ce qui a été évoqué? Est-ce que vous souhaitez rajouter des choses? Allez-y. Moi, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas si je vais être hors sujet ou pas. Mais ce qui est assez rigolo, on parle de co-construction ou des choses comme ça. Et là, on s'aperçoit par exemple que la ville donc a eu le projet de faire un hôtel et des choses comme ça. Et moi, à ma connaissance, la ville n'a pas mis autour de la table l'existant. C'est-à-dire, dans la co-construction, on ne fait pas une analyse du territoire de l'existant, de ce qui a marché. Non mais je finis juste. On le découpe, ce que j'entends là, hein, c'est on découpe par quartier, donc on met, et c'est très bien, de la démocratie, les citoyens, les trucs associatifs, mais je ne sais pas si vous avez été interrogé par la ville, par exemple, sur ce qui a été créé, l'existant, ce qui marche pas, quand ils ont eu l'idée de l'hôtel. C'est ça que je parle, hein, c'est-à-dire de interroger l'existant en se disant, voilà, vous pratiquez depuis longtemps. Quelles sont les erreurs que vous avez faites? Parce qu'on en fait tous. Qu'est-ce qui marche pas? Voilà, c'est ça, quand je parle d'écoute de l'existant. Voilà. Un autre truc, c'est que dans la co-construction, que ce soit gouvernance ou choses comme ça, peut-être aussi on a un déficit un peu dans le milieu associatif. C'est qu'on demande de co-construire avec les élus et des fois on a du mal à co-construire en intergroupe. Voilà, peut-être plus d'échanges. Voilà, je pense que ce serait bien que tu rajoutes quand même une dimension qui est ce que j'appelle la coopération économique, que j'ai nommé tout à l'heure. J'ai entendu écosystème, mais écosystème, c'est quelque chose qui se référence pas obligatoirement à ça. On est dans ces lieux-là dans une plus grande capacité à produire ensemble de la richesse et des ressources à travers des actions qu'on mène. Oui, mais je ne parle pas de l'hôtel des associations. Je parle d'un lieu partagé. Oui, mais tu vois. Ce qui fait sens actuellement sur les lieux partagés, autour de ce qui s'appelle les pôles territoriaux de coopération économique, qui sont quand même 200 actuellement en France et qui représentent un petit peu l'évolution la plus récente, c'est que on ose aborder ensemble le fric, le risque financier, l'engagement économique partagé. C'est ce qui est à la centrifugeuse et le devenir est déjà l'actualité. Donc ça, à mon avis, c'est pas possible de ne pas passer. C'est pas un hôtel.
moi je voulais vous poser une question par rapport à la centrifugeuse. Comment ils ont réussi à... Oui, non, mais justement, c'est par rapport aux lieux qu'ils ont investis. Est-ce qu'il y a d'autres lieux à investir sur Caen, justement, plutôt que d'en construire? Enfin, ça revient un petit peu à ce que... Oui, oui. Il y a plusieurs questions qui pour moi émergent, alors corrigez-moi, c'est effectivement comment ne pas être dans l'entre-soi et comment la rencontre de l'autre, et c'est une question qui reste en suspens. Et puis, ce que tu disais à l'instant, Estelle, c'est comment investir les deux, c'est physiquement, c'est ça que tu veux dire? C'est occuper des lieux qui ne sont pas du tout investis, quoi. Enfin, on voit que pour la Maison des Solidarités, ça a été une démarche collective et citoyenne de structure associative a priori pas portée par une municipalité, une région ou avec une collectivité territoriale. Pour l'hôtel des associations, on est sur une autre démarche où c'est effectivement une décision municipale qui amène à. Donc il n'y a pas de règle. Est-ce que vous avez des questionnements évoqués en plénière qui reprennent les échanges de l'atelier? Pour savoir où ça en était, s'il y avait déjà des adhérents, des personnes intéressées. On n'a pas répondu. Parce qu'il n'y a personne pour l'instant, c'est ça? Oui, mais il faut lui poser après. J'ai mangé la parole de Mme Joly pour le crépon tout à l'heure. Je lui redonne le micro. Avec mes excuses. Oui, ce que je voulais dire, d'abord, je saluais le dévouement des personnes qui, au-delà de leur fonctionnement associatif perso, s'investissent en plus dans du fonctionnement coordonné sur des bâtiments comme ça, parce que c'est encore du temps de travail et c'est d'une certaine façon de la responsabilité aussi sur un fonctionnement de bâtiment comme ça. Et ça ne me paraît pas simple. Et donc, au départ, j'avais des questionnements par rapport, effectivement, au lien avec, par exemple, dans la gouvernance sur la centrifugeuse. Est-ce que la ville de Caen intervient, puisqu'elle est quand même propriétaire des locaux? Et au départ, je ne savais pas qui était propriétaire des locaux de la Maison des Solidarités, comment ça se passait, s'il y avait une intervention aussi du bailleur social ou pas du tout. Donc il y a complètement la responsabilité de... écoutez, très bien, et c'est sûrement pas très facile à gérer à long cours. Je suis heureuse d'arriver à l'hôtel des associations où il y aura pas mal d'associations, puisqu'il est prévu une 60aine d'associations qui vont être logées. Et aujourd'hui, donc, il y a une démarche d'essayer de fonctionner ensemble. Alors qu'au départ, effectivement, c'est du relogement d'associations qui sont déjà logées, et puis il y a un processus de mobilisation du parc immobilier où des gens vont être sortis et on leur repropose un logement. Alors déjà, moi, je trouve pas ça si mal, déjà au départ. Après, qu'on réfléchisse effectivement comment dans ce cadre-là, on va fonctionner ensemble, il va y avoir une gouvernance, etc. C'est super intéressant. Moi, je trouve qu'il y a une certaine concertation quand même depuis le départ. Toutes les associations ont été invitées à participer aux réunions sur la mise en place de cet hôtel des associations. Effectivement, il n'y en a que quelques-uns qui sont relogés. Après, effectivement, ça pose la question du lien avec d'autres structures qui sont organisées à l'extérieur. Moi, je découvre un peu, parce qu'on ne connaît pas tout et qu'on n'a pas le temps de tout regarder, la Maison des Solidarités. Je pense qu'effectivement, nous, en tant que répond, on a des choses à faire avec vous et allez vous voir. Ça peut être, vous faites des choses qui nous intéressent vraiment. Donc, il y a des choses à structurer à l'intérieur de l'hôtel, à l'extérieur, ou de la Maison des Associations, à l'extérieur. Et des temps de rencontre comme ça, où toutes les assos se rencontrent, c'est important parce que ça ouvre des portes comme ça et ça donne des idées de rencontres, que ce soit à l'intérieur d'une structure ou à l'extérieur. Je vous propose qu'on clôture cet atelier et qu'on se retrouve en plénière. Merci.